Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal sur Alizé Télévision ce mercredi 5 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Des détenus du centre pénitentiaire de Bémao posent la question de leur réinsertion sur les réseaux sociaux. Parmi les dispositifs proposés, un chantier d'insertion agricole dans l'enceinte même de la prison. La boxe comme moyen de lutte contre la violence qui s'est emparée de la société guadeloupéenne, c'est l'idée lancée par l'école de prévention et de civisme en partenariat avec l'Hibiscus Boxing Club. 4 listes briguent les 2 places de conseillers départementaux qui reviennent au canton de Pointe-à-Pitre. Présentation ce soir de la paire Sigiscard-Anjaric. Le journal Rony Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir, le docteur Tatiana Basileux-Sozio, qui est gériatre et vice-présidente de la Société de gériatrie et gérontologie de la Guadeloupe, une nouvelle association qu'elle viendra nous présenter. Pour lutter contre la récidive et aider les détenus à se réinsérer à leur sortie, des actions sont menées par l'administration carcérale en direction des détenus en fin de peine. En Guadeloupe, l'association Saint-Martin de Porès accompagne certains de ceux qui sont encore privés de liberté pour plusieurs mois vers une insertion professionnelle. Mais à en croire certains des premiers concernés, ils seraient laissés pour compte. Reportage Muriel Barlagne. N'y aurait-il aucune solution pour accompagner les détenus souhaitant se réinsérer en Guadeloupe ? C'est ce que semble dire l'un d'entre eux dans une vidéo postée le 29 septembre dernier sur les réseaux sociaux. Il a trouvé un système incarcéral mal géré, qui a engendré un système de violence, qui a engendré que les jeunes qui beaucoup nous, ne pas réinsérer nous dans la société. Parce que déjà nous quand on mal, nous pas bien. Parce que soit nous avons fait bêtises, soit bêtises qui ont prié nous pour nous construire bêtises là. Il existe pourtant une structure intervenant auprès des prisonniers. Depuis 2012, Concept Saint-Martin de Porès, association émanante du Secours catholique, leur propose un chantier d'insertion agricole. L'administration pénitentiaire a mis à sa disposition une parcelle de 2 hectares. Guidés par 2 agriculteurs, des détenus à qui il reste encore une peine de 2 ans y apprennent à cultiver de la laitue, des tomates, des patates ou encore du manioc. Le hic, c'est qu'ils ne peuvent être que 8. Uniquement des hommes qui doivent être très motivés et prêts à faire table rase du passé. Nous voulons freiner la récidive. Et freiner la récidive pour nous, c'est accompagner les jeunes pendant qu'ils sont incarcérés dans un schéma de réinsertion. Nous avons choisi l'agriculture parce que c'était plus simple pour nous pour l'instant. Mais cela ne veut pas dire aujourd'hui que nous obligeons les jeunes qui passent chez nous à être agriculteurs. Ceux qui le veulent, tant mieux, mais ceux qui ne le veulent pas, nous avons cette obligation aussi dans ce dispositif chantier d'insertion d'accompagner le jeune dans son souhait, dans ce qu'il veut faire. Hein, et on essaie de le faire tant mieux que mal. C'est à la demande des détenus que des conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation instruisent des dossiers. Ils sont soumis au juge d'application des peines. Ces derniers décident ou pas de l'orientation vers le chantier. Participer à ce dispositif, c'est bénéficier d'un contrat de travail et être rémunéré au SMIC pour 22 heures hebdomadaires. Concept Saint-Martin de Porès compte bien renforcer son action à travers un pôle d'insertion. Nous avons demandé à l'administration pénitentiaire cette autorisation de mettre sur leur site ce pôle d'insertion, ce pôle qui comprend 2 bâtiments, un bâtiment administratif, un bâtiment industriel. Le bâtiment industriel, il y aura une unité agroalimentaire et le bâtiment administratif qui servira vraiment à accompagner ces jeunes, où on pourra dire que ce sera un guichet unique ou une passerelle pour les permettre de ne pas revenir à cette case départ ou cette case prison, freiner la récidive pour mieux dire. Cette nouvelle structure permettra l'accueil d'un plus grand nombre de détenus, notamment des femmes. Ce projet lancé en 2013 vient tout juste d'être validé. Il devrait trouver le soutien financier du Conseil régional et de l'Europe.
En bref, les bénéficiaires du revenu de solidarité active du département du Haut-Rhin ne seront pas contraints de donner de leur temps bénévolement pour aider le tissu associatif, les collectivités locales ou les structures qui accueillent et prennent soin de nos aînés. C'est ce qu'a décidé le tribunal administratif de Strasbourg. Le président de ce conseil départemental souhaitait imposer aux allocataires du RSA d'effectuer 7 heures de bénévolat par semaine à compter de janvier 2017. Mais le juge a considéré la mesure illégale. C'est aussi l'avis de la présidente du conseil départemental de Guadeloupe. Dans un communiqué, Josette Borel-Lincertin dit se réjouir de cette décision de justice et qui vient, je cite, utilement rappeler que le RSA est un droit universel qui ne doit pas être soumis à d'autres conditions que celles définies par le Code de l'action sociale et relevant du juste droit à bénéficier de cette allocation. Fin de citation. Hier soir, nous vous présentions un atelier d'insertion mis en place au sein de l'association culturelle Masque à Clé au bénéfice de 13 jeunes. Certains d'entre eux participent également à un autre chantier d'insertion sur, cette fois, une thématique sportive. À l'initiative de l'école de prévention et de civisme, le Hibiscus Boxing Club des Abîmes accueillait une trentaine de jeunes qui ont été initiés au noblard. Il s'agit d'utiliser les valeurs de ce sport pour participer à la lutte contre la violence. Reportage Joël Saint-Silly. La boxe au service de l'insertion sociale, une idée partagée par l'école de la prévention et du civisme et l'Hibiscus Boxing Club des Abîmes. Une initiative proposée à une trentaine de jeunes stagiaires dans le cadre de leur projet professionnel. L'objectif, c'est de faire en sorte que derrière ces jeunes, qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des socioprofessionnels qui puissent apprécier le fait qu'ils veulent aller dans la bonne direction. Et cette forme de valorisation, ça remet confiance et ça permet d'accompagner ces jeunes dans leur projet professionnel. La boxe, comme support pédagogique, l'idée a reçu un accueil plutôt mitigé chez les jeunes stagiaires. Je vais voir comment ça se passe déjà, mais ça ne m'intéresse pas parce que j'aime pas la boxe en fait. Mais c'est bien pour se décompresser. Se défouler, l'essentiel est là. Et ce n'est pas par hasard si la pratique de la boxe a été associée au programme de formation. Son nom, c'est le noblard, il ne porte pas son nom pour rien. Oui, c'est un sport qui véhicule beaucoup de valeurs. Pour moi, la plus grande des valeurs, c'est l'estime de soi. L'estime de soi et savoir qu'on est capable de monter sur un ring. Ce n'est pas donné à tout le monde de monter sur un ring. Donc un boxeur, celui qui a le courage et la force de monter sur un ring, c'est que du positif. Véhiculer des valeurs nobles, tel est le véritable objectif de cette incursion dans le monde de la boxe. Et découvrir le futur Mormec n'est pas du tout une obsession. Ça va surtout être de l'initiation, un peu de démonstration avec les boxeurs qui sont déjà en activité, mais plus de l'initiation. Malgré quelques hésitations, tous les stagiaires se sont tout de même bien dépensés dans la bonne humeur et la discipline. Cela aurait pu s'appeler le ring de l'éducation. Place à notre invité. Il s'agit du docteur Tatiana Basilio-Zozio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gériatre et vice-présidente de la Société de gériatrie et de gérontologie de la Guadeloupe. Nous parlerons de cette association dans un instant. Est-ce l'allongement de la durée de vie ou la multiplication des affections liées à l'âge qui a rendu nécessaire la création de cette spécialité, la gériatrie ? Alors effectivement, la population vieillit, mais il faut savoir que cette spécialité, même si c'est une spécialité jeune, existe depuis au moins les années 1900, que la gériatrie se pratiquait déjà depuis les années 50 et qu'effectivement c'est une spécialité médicale reconnue en tant que telle depuis 2004, mais il y avait des gériatres bien évidemment avant cette date par le biais de la capacité de gériatrie. Et concernant les raisons pour lesquelles cette spécialité se développe ? Alors elle se développe parce qu'en fait le soin à la personne âgée est particulier dans le sens où il nécessite une spécificité. C'est un besoin qui est pluriel, qui va demander d'intégrer différentes dimensions et de ne pas uniquement s'intéresser à une seule partie de la pathologie. On va avoir un regard assez pluriel chez les gériatres qui va tenir compte du milieu de vie, de la situation sociale de la personne, de ses maladies, de ses polypathologies, de son autonomie et effectivement du type de vieillissement qu'elle connaît. C'est une discipline qui est bien pourvue ici en Guadeloupe ? Alors, c'est une discipline qui en Guadeloupe demande à se développer
Comme je vous l'ai dit, c'est une spécialité qui est jeune et qui a déjà, certes, sur le territoire des professionnels reconnus, mais qui, effectivement, comme plusieurs spécialités, demande à ce qu'il y ait d'autres professionnels qui s'y inscrivent. Alors, les gériatres, on les retrouve avant tout dans les EHPAD, par exemple, dans les hôpitaux. Est-ce qu'il en existe qui sont indépendants, comme les médecins de ville, ou est-ce que, finalement, la personne âgée va voir son médecin qui n'est pas forcément spécialisé et qui ne connaît pas forcément, qui n'a pas forcément les bonnes réponses? Comment ça s'organise? Alors en fait, la gériatrie peut avoir un exercice libéral, effectivement. Sur le territoire, il n'est pas forcément encore exercé en tant que tel, mais ailleurs, ça existe. Ensuite, le généraliste connaît la personne âgée. Il va communiquer avec nous, les spécialistes, pour des questions bien particulières, mais c'est un petit peu aussi son fonds de commerce, la personne âgée comme les enfants. Donc le généraliste a l'approche, on va dire, générale, et tout comme on va voir un pédiatre pour certaines questions, eh bien, le généraliste adressera la personne âgée au gériatre pour certaines particularités. Parce qu'il n'a pas forcément les bonnes réponses aux mots des personnes âgées? Je ne dirais pas qu'il n'a pas forcément les bonnes réponses. Il n'a peut-être pas toutes les réponses, mais comme de fait, quand il envoie voir un neurologue ou un pédiatre pour des questions particulières. Alors, on l'a dit, il y a de plus en plus de personnes âgées en Guadeloupe. Est-ce que, selon vous, les politiques qui sont déployées par les politiques publiques correspondent à ce qu'il faut? Est-ce qu'on va dans le bon sens en Guadeloupe? Alors je pense qu'effectivement, on va dans le bon sens puisque, et on le voit partout, on commence à réfléchir autour de cette question depuis un certain nombre de temps. Et actuellement, par exemple, par rapport à la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, on a une vraie prise de conscience de terrain avec des acteurs qui se concertent de plus en plus. Après, il est vrai qu'on a toujours envie que ça aille plus vite, mais je pense que les politiques sont concernés. Et puis, à charge à nous, les acteurs de terrain, mais surtout tous les citoyens, d'être concernés aussi par la question de la personne âgée et donc de porter la question au devant des politiques et des instances qui doivent décider. Alors, l'association dont vous êtes la vice-présidente regroupe des gériatres, mais également des spécialistes de la gérontologie. Quel est le but de cette association ? Alors le but justement, c'est d'avoir un terrain d'échange qui va permettre d'avoir des regards croisés de différents professionnels, mais aussi des associatifs, des acteurs de terrain, des citoyens eux-mêmes sur justement comment adapter notre société au vieillissement, puisque si tant est qu'on ait des plans nationaux ou des lois pour pouvoir porter ces adaptations, il faut aussi qu'on ait un retour du terrain et de la réalité qu'on connaît. Donc c'est vraiment l'idée de cette association, c'est de réunir diverses personnes, divers regards pour pouvoir apporter des éléments de réflexion et puis également participer à de la recherche, de la formation et de la communication auprès de la population. Alors, vous allez présenter la Société de gériatrie et de gérontologie de la Guadeloupe demain soir. Ce sera à la médiathèque de Lamentin. Qui attendez-vous à ce rendez-vous et comment va-t-il se dérouler ? Alors, je dirais que nous attendons toutes les personnes qui se sentent concernées par cette question. Comment cela va se dérouler? Par une présentation en fait, du bureau et on va dire des acteurs principaux de ce bureau sur leur engagement auprès de cette société et sur les grandes lignes que nous allons donner, que ce soit en termes de recherche, en termes de réflexion, en termes de formation et en termes de communication sur le terrain. Qu'est-ce que vous attendez des échanges de demain soir ? Nous attendons déjà de nous faire connaître d'une part, de dire que nous existons, d'expliquer comment on pourra adhérer à l'association, que ceux qui ont envie d'échanger, qui ont envie d'apporter leurs réflexions, savoir comment est-ce qu'ils peuvent échanger avec nous. Et puis ensuite, on attend de pouvoir démarrer après vraiment une action de terrain avec des conférences, avec certainement un colloque qu'on programmera dans les mois qui viennent et d'avoir des rendez-vous récurrents sur la formation en gériatrie aux soins de la personne âgée parce qu'il est effectivement très spécifique et il demande un savoir-être et un savoir-faire particulier. C'est la semaine bleue jusqu'à dimanche. Est-ce que votre association a un rendez-vous particulier dans le cadre de cette semaine des personnes âgées en dehors du rendez-vous de demain soir ? Alors effectivement, les différents membres de l'association sont déjà très impliqués dans la Semaine Bleue. Nous allons participer au salon des seniors qui est organisé par le conseil départemental dans le cadre de la Semaine Bleue au WTC. Donc on va participer à différents types de conférences sur le bien vieillir, sur le bien dormir. Nous allons aussi intervenir aux côtés d'Henri Joseph et de Madame Zozio sur comment bien se nourrir pour bien vieillir, sur le vieillissement de la population, la silver economy, les opportunités qui peuvent y avoir. Il y aura cette conférence demain matin. Et donc, on va également être présent sur d'autres ateliers au cours de la Semaine Bleue. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Et on rappelle le rendez-vous pour ce qui est de la présentation de la Société de gériatrie et de gérontologie de la Guadeloupe. Ce sera demain soir, 19h. Tout le monde est convié. Tout le monde est convié.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invité. Merci. Docteur Tatiana Basile-Zozio, je rappelle que vous êtes gériatre et vice-présidente de cette société de gériatrie et gérontologie de Guadeloupe qui vous donne rendez-vous donc demain soir 19h à la médiathèque de Lamentin pour sa présentation. Dans un instant, nous parlerons du troisième binôme qui se présente à l'élection cantonale partielle à Pointe-à-Pitre. Nous irons également à la rencontre d'un jeune photographe guadeloupéen. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Pour commencer, direction les Bahamas sur les traces de l'ouragan Matthew. C'est notre rendez-vous Caraïbes. Pour la première fois depuis 1929, Nassau, la capitale des Bahamas, attend dans l'angoisse le passage de Matthew, l'un des ouragans les plus violents que la Caraïbe ait eu à connaître. Le directeur de l'Agence nationale de gestion des urgences, le capitaine Stephen Russell, a demandé aux habitants de faire suffisamment de provisions pour être autosuffisants pendant au moins 3 jours. Ceux logeant sur le littoral ou en rez-de-chaussée des immeubles sont appelés à évacuer immédiatement leur logement et à rejoindre les abris. Le Premier ministre Perry Christie a averti que les aéroports resteront fermés jusqu'à la levée de l'alerte maximale. Le personnel hospitalier est appelé à rester mobilisé et les personnes âgées, vivant seules ou ayant des invalidités importantes, doivent rejoindre sans plus tarder les centres médicaux. L'archipel semble se préparer au pire après la dizaine de morts laissés par Matthew lors de son passage en Haïti, à Cuba et à Saint-Vincent. Des blocs de pierre projetés sur les routes isolaient 4 localités côtières dans l'est de Cuba du reste de l'île au lendemain du passage de l'ouragan Matthew, les autorités ne faisant pas état de victimes dans l'immédiat. La province de Guantanamo a été violemment balayée mardi soir par de fortes averses, des vents violents atteignant jusqu'à 220 km/h et d'importantes lames de fond provoquées par Matthew. Les municipalités de Maézi, Baracoa, Imias et San Antonio del Sur, d'une population cumulée de près de 158 000 personnes, demeuraient isolées du reste du pays. Les routes menant à ces villes côtières ont été bloquées par des amas de blocs de pierre, projetés par des vagues d'une violence jamais enregistrée jusqu'alors. À Baracoa, ville de 82 000 habitants, connue pour avoir été la première à avoir été fondée sur l'île, les pertes matérielles sont conséquentes et en cours d'évaluation. Pour les autres localités, la situation serait extrêmement complexe, les communications étant pour l'instant totalement coupées. Cette partie du pays avait déjà été frappée en 2012 par l'ouragan Sandy, qui avait fait 11 morts. Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé que le cessez-le-feu avec la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, était limité au 31 octobre dans l'attente de trouver une issue à la crise suscitée par le rejet de l'accord de paix. Un cessez-le-feu bilatéral et à l'origine définitif avait été décrété le 25 août, au lendemain de la conclusion des négociations menées depuis près de 4 ans à La Havane avec les dirigeants des FARC. La trêve était entrée en vigueur le 29 août et aucun incident n'a été enregistré depuis. L'accord prévoyait notamment la démobilisation des 5 765 combattants des FARC et la conversion de la guérilla en mouvement politique légal. Cet accord avait ensuite été signé par M. Santos et par le commandant en chef du mouvement, Timoleón Jiménez Timochenko, à Carthagène. Pour entrer en vigueur, le texte de 297 pages devait être approuvé par les électeurs, une consultation non obligatoire, mais voulue par le président pour donner une plus large légitimité à la paix. Mais dimanche, la population a rejeté par référendum l'accord conclu entre Bogota et les FARC. Une cellule de crise a été ouverte au gouvernement. Le président rencontrera rapidement à huis clos et séparément ses prédécesseurs Álvaro Uribe et Andrés Pastrana, qui ont mené une intense campagne pour le non, pour trouver rapidement une issue au processus de paix. 55 kg de cocaïne, soit l'équivalent de 140 000 sachets, et 65 kg de marijuana ont été récupérés à l'ouest de la Dominique dans la nuit de dimanche à lundi. Pris en chasse par la frégate de surveillance Germinal et son hélicoptère, les occupants d'un go-fast ont rejeté à la mer plusieurs ballots. La drogue avait été rapatriée d'un navire de pêche battant pavillon vénézuélien. L'équipage du navire sur lequel une importante somme d'argent a été retrouvée, ainsi que la drogue saisie, ont été remis aux gardes-côtes vénézuéliens. Depuis le début de cette année, ce sont 3,68 tonnes de drogue qui ont été interceptées en mer maritime
antillenne. Le premier tour de l'élection cantonale partielle du canton 15 correspondant à la ville de Pointe-à-Pitre se déroulera ce dimanche. Après la présentation du binôme composé par Guy Equinox et Catherine Berton lundi et celui formé par Marie-Eugène Trobo-Tomaso et Didier Ako hier, intéressons-nous ce soir au binôme Sandra Njaric et Marcel Sigiscard. Le conseiller départemental PPDG dont l'élection avait été invalidé à cause de son ancien partenaire Marlène Mélis, se présente donc avec à ses côtés une militante de sa formation politique. Comme leurs adversaires dans cette élection, ils sillonnent les quartiers de Pointe-à-Pitre et vont à la rencontre des électeurs. Joël Saint-City. Nous sommes très heureux donc, de pouvoir présenter à la population pointoise de tous les quartiers, de tous les environs de Pointe-à-Pitre, un binôme composé de Sandra Njaric qui est enseignante, Jean-Charles Sadje qui est mon remplaçant, qui est directeur de technique des Francas et responsable d'insertion, et Ivan Jacroc qui est responsable d'une crèche, donc qui connaît les problématiques de la petite enfance, connaît les problématiques d'entreprise dans la mesure qu'elle est chef d'entreprise. Donc voilà mes chers compatriotes, chers pointois, le message que je voulais vous faire passer pour que le 9, vous puissiez nous faire confiance encore dans tous les domaines qui sont de nos responsabilités. Dernière ligne droite pour Marcel Sigiscard et son équipe avant le premier tour de l'élection départementale partielle à Pointe-à-Pitre. Une élection où le conseiller départemental sortant apparaît selon les observateurs comme le grand favori du 15e canton. Dans un match, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. Je crois que dans ce cadre-là, ce sont les électeurs qui votent et qui choisissent leurs représentants. Et en l'occurrence, je suis conseiller départemental sortant, donc je renouvelle ma demande auprès des électeurs pointois, de telle sorte qu'ils puissent renouveler leur confiance. Une campagne qui se poursuit sur le terrain et qui a mené le binôme Sigiscard-Njaric à l'Amitié Pointoise, un club de seniors situé à Bergevin. Des seniors en pleine préparation de la Semaine Bleue. Un moment important pour le binôme, estampillé PPDG, l'illustration selon lui du socle de son programme. Solidarité, proximité et mixité sociale. Dans le cadre des compétences des élections départementales, les seniors sont au cœur de nos préoccupations, au cœur des actions que nous comptons mener pour renforcer justement ce lien intergénérationnel, favoriser leur bien-être, leur accompagnement à travers la téléassistance, notamment les aides ménagères proposées et financées par le département, l'amélioration de l'habitat, le maintien de ces personnes pour éviter les départs en maison de retraite. Donc c'est l'un des points forts de notre campagne électorale, nos seniors qui nous sont si chers. Un conseiller départemental sortant et un conseiller municipal de Pointe-à-Pitre qui n'hésite pas à s'appuyer sur son expérience et son bilan pour évoquer la rénovation de l'habitat. Ici, sur cette place Gatti-Belzard rénovée, vous voyez derrière nous une nouvelle construction qui a été faite dans le cadre de la rénovation urbaine, cofinancée par le département, sous ce dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé précédemment. Donc renouvelez-moi votre confiance avec Sandra Njaric. Le premier tour de l'élection départementale partielle se déroulera dimanche 9 octobre et sera sans doute un vrai test pour Marcel Sigiscard, le vainqueur de l'élection invalidée de mars 2015. Mais cette partielle sera aussi un tournant capital pour le rayonnement du PPDG sur l'échiquier politique local. Après cette actualité politique, rendons-nous pour terminer au centre culturel Rémy Souta de Pointe-à-Pitre qui accueille une exposition de photographie d'un jeune réalisateur scénariste guadeloupéen. Damien Gélène propose à voir une vingtaine de clichés appelant à une réflexion sur la diaspora noire. Muriel Barlagne l'a rencontré pour nous. Reportage. Par leur manière d'être libres ou pas, les modèles de ces clichés ont attiré l'attention de Damien Gélène et sont venus alimenter sa réflexion sur la diaspora noire. Réflexion qui a pris la forme d'une série de photos intitulée The Un-Babylonians ou les non-babyloniens, ceux qui pour l'artiste refusent ou doivent apprendre à rejeter le système dominant occidental qui n'est pas en faveur des personnes de couleur. Ceux qui finalement pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec ce système d'oppression, dans ce système d'oppression, en pensant que ce système d'oppression est de leur côté, tout en étant noirs,
font fausse route. C'est pour moi l'esprit esclavagiste qui agit encore. Donc pour moi, voilà, un babylonien à entendre non babylonien, et donc toutes ces personnes qui me ressemblent, qui ont la peau gorgée de mélanine, à différents niveaux, à différentes nuances, mais qui ont cette histoire commune, cette histoire d'oppression commune. Et ça donnait naissance à une espèce d'armée. Ce qu'on devrait être finalement aujourd'hui, en 2016, unis face à un ennemi commun qui ne nous a jamais aimés, qui ne nous a jamais considérés comme des hommes et des femmes. C'est un fait divers qui a motivé ce travail. La mort d'un jeune Afro-Américain tué en 2014 par la police, simplement à cause de la couleur de sa peau, a été un véritable choc pour le jeune réalisateur. L'occasion d'une prise de conscience profonde. En voyant ça, je me suis demandé si n'importe quel autre noir ou personne de couleur ou minorité de la diaspora noire qui se trouvait au même endroit au même moment aurait été assassiné de la même manière. La réponse était oui, puisqu'aux États-Unis c'est une réalité. Ça dure depuis maintenant presque un siècle. Et voilà, c'était alarmant et je me suis dit ok, si on peut être unis dans ce génocide, en étant victime de ce drame, on peut l'être aussi dans une série photographique. Et je peux donc aller à la recherche de ces visages noirs qui me ressemblent, de cette communauté qui aimerait exister mais qui peine à exister. Et ça a lancé le processus. Le résultat est une vingtaine de portraits installés sur des feuilles de tôle noire jusqu'au 12 octobre au Centre culturel Rémy Nansouta. Des visages, des regards, des expressions croisées à l'occasion de voyages, immortalisés pour montrer et dénoncer. Informations pratiques dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bélocado. Les habitants de Gosier-Est et Goyave seront privés d'eau ce soir à partir de 22 h jusqu'à demain 6 h. Demain soir, ce sont ceux de Sainte-Anne qui seront concernés par ces coupures tournantes. Un point sur la météo pour clore cette édition. L'ouragan Matthew a baissé d'intensité et est maintenant en catégorie 3. À 17 h, il se situait à 325 km au sud-sud-est de Nassau et se dirigeait vers les Bahamas et les côtes de la Floride. Pour ce qui est de la Guadeloupe, nous sommes toujours en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. La houle devrait persister ce soir et en générant des creux moyens de 1 mètre à 1,50 m. Ce soir, il faut s'attendre à des averses orageuses un peu partout sur l'archipel de Guadeloupe. Dans la nuit, les pluies pourraient se concentrer sur la partie sud de l'archipel. Demain, jeudi, ces averses devraient persister en Côte-sous-le-Vent et dans le sud de la Guadeloupe. Côté qualité de l'air, c'est de nouveau un indice Atmo de 2 qui est annoncé par Guader pour demain. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.